Bonjour à tous, je suis Calixte Blanchard de la CCI Nouvelle-Aquitaine et je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation du parcours Faire évoluer son système d'information. Au nom des membres du comité de pilotage, je vous souhaite la bienvenue. Donc, le comité de pilotage de ce parcours est composé de référents, d'experts techniques issus de Captronic et du CRIT informatique de Poitiers. Dans le comité de pilotage, nous avons également le conseil régional en tant que porteur de la démarche Usine du futur en Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine en tant qu'opérateur pour le compte du conseil régional de la mise en œuvre de différents parcours. Nous vous proposons un webinaire en 4 temps. Le premier temps, donc une introduction, je passerai la parole tout à l'heure à Pascal Amette. Ensuite, nous aurons le regard d'un expert de Captronic qui nous présentera les aspects très techniques autour d'un projet, faire évoluer votre système d'information. Ensuite, nous aurons une présentation en détail de la part de Bruno Deschamps de la CCI Nouvelle-Aquitaine du parcours d'accompagnement C-Boost. Bien sûr, n'hésitez pas à poser ces questions à travers le chat conversationnel de Teams. Nous répondrons en direct à l'ensemble de ces questions ou si nous n'avons pas le temps, nous répondrons individuellement à ces questions. Vous aurez accès à l'issue de ce webinaire à l'enregistrement et au support de présentation. Donc ce parcours est le 5e parcours d'une série de boosts, entre guillemets. Ces parcours sont mis en place à l'issue pour les entreprises qui sont dans leur transformation vers l'usine du futur. Donc, vous avez à l'écran différentes copies des plaquettes de 4 parcours. Nous avons un premier parcours qui est mis en œuvre donc, par le conseil régional, l'opérateur étant la CCI Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle FanaBoost, autour du projet de fabrication additive des entreprises. Nous avons un autre parcours opéré toujours par la CCI Nouvelle-Aquitaine qui va traiter des sujets de lean management et d'excellence opérationnelle dans les entreprises. C'est un parcours qui s'appelle POIM. Ensuite, on a un parcours qui s'appelle RoboBoost pour travailler avec le dirigeant sur tous ces projets de robotique, d'automatisme ou de cobotique. Et le dernier parcours qui s'appelle DataBoost Manufacturing va traiter tous les sujets qui traitent, dont le thème est autour de l'analyse des données industrielles. Donc là, nous vous proposons aujourd'hui un 5e parcours qui se nomme C-Boost. Et là, je vais me retourner vers Marc Lecouvé et Pascal Amette du conseil régional pour qu'ils puissent expliquer pourquoi aujourd'hui le conseil régional a décidé de lancer ce type de parcours. Je te laisse la parole, Pascal. Merci Calixte, bonjour tout le monde. D'abord, je me présente donc Pascal Amet, je suis le pilote opérationnel du parcours Usine du futur, donc je suis de la région Nouvelle-Aquitaine et j'appartiens à la direction de la performance industrielle avec Marc Lecouvé, donc Marc qui est pilote de ce parcours. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce parcours? Alors déjà un petit rappel sur le programme, bien que la plupart d'entre vous le connaissent pour y avoir participé, en avoir bénéficié. Donc ce programme existe depuis 2014. Et en fait, il consiste à fournir aux entreprises une feuille de route sur différentes thématiques qui concernent l'usine du futur. Donc, depuis sa création en 2014, on a eu 3 tranches. Une de 2014 à 2017 avec un certain nombre de thématiques, une de 2017 à 2020 enrichie en thématiques, et la dernière qui est en cours entre 2020 et 2023. Et donc, à travers ces 3 tranches, on a accompagné plus de 1000 entreprises avec ce diagnostic usine du futur. Donc, comme je vous l'ai dit, ce diagnostic permet aux entreprises de sortir de ce programme avec une feuille de route, un plan de transformation vers l'usine du futur. Mais au-delà de cette feuille de route qu'on donne aux entreprises, la région est intéressée pour récupérer en fait l'ensemble des préconisations qui sont faites à l'ensemble des entreprises pour faire un panorama des besoins du territoire. Et à travers ces panoramas, derrière, on vient créer des dispositifs comme on a fait pour les parcours fabrication additive, les parcours que vient de citer Calixte. Et il s'avère que sur cette 3e tranche, donc entre 2020 et 2023, on a intégré la thématique stratégie numérique. Et on constate que pratiquement 100% des entreprises ont un besoin de travailler sur leur système d'information. Alors, de diverses façons, hein, c'est soit des fois en implémentant un ERP, parce qu'ils n'ont pas d'ERP, et il s'avère que c'est nécessaire hein, pour le ramp-up, pour leur compétitivité,
ou pour leur traçabilité, soit modifier un ERP existant, le changer, le remplacer, parce qu'il ne donne pas les fonctionnalités que l'entreprise aurait besoin, ou alors encore travailler sur l'optimisation, l'évolution de leur système d'information pour donner des fonctionnalités qui leur apporteraient une grande valeur ajoutée, qui ne sont pas forcément très complexes à mettre en place si l'entreprise est guidée, accompagnée. Donc l'idée de ce parcours, c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises pour leur permettre de passer le pas, de développer, déployer en fait des solutions simples pour pouvoir ensuite en tirer les fruits. Voilà pourquoi on a voulu mettre en place ce parcours C-Boost. Merci beaucoup, Pascal. Donc, un petit chiffre quand même. Donc, vous êtes aujourd'hui plus de 300 entreprises qui ont eu le diagnostic, pardon, 400 entreprises 400 le troisième marché. Qui ont eu l'évaluation de leur stratégie numérique. Et dans ces 400 entreprises, 80% de ces entreprises ont un besoin autour des systèmes d'information. Donc, nous avons la chance maintenant d'avoir autour de la table Philippe Marcel de Captronic, expert du sujet, qui va nous croiser son regard d'expert sur cette thématique assez complexe pour les entreprises. À toi, Philippe. Merci, Calixte. Alors, je vais prendre la main. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, moi, Philippe Marcel, Captronic. Alors, Captronic, l'association 1901, qui a été créée il y a plus de 30 ans. Par la BPI et le CEA-Leti. L'objectif de Captronic, c'est d'aider les entreprises à mettre des produits électroniques, des systèmes embarqués, pour aller chercher de la donnée, traiter cette donnée, créer de l'information, la transmettre. Donc, en fait, sur des produits ou sur les process, notamment. On en intervient beaucoup dans le cadre de l'industrie du futur, dans lequel chaque fois qu'il y a une brique techno à mettre en place, il y a forcément un lien avec le système d'information et les informations qui sont générées par cette brique techno. Et pour ma part, moi j'ai un passé d'expertise depuis plus de 35 ans, depuis 25 ans technique, au niveau du traitement de l'information, au niveau de la traçabilité et tout ce qui est système d'identification, marquage RFID, etc. Voilà, donc je vais 25 minutes pour vous présenter un petit peu les trois options qui sont la logistique de production, la traçabilité qualité et la digitalisation des processus, élaboration des indicateurs. J'ai une petite manip à faire. Alors, je vais commencer par trois exemples, ce qui sont des retours de terrain. Voilà. Premier exemple, c'est des entreprises que j'ai accompagnées sur 2021-2022. C'est des entreprises qui avaient toutes les trois un ERP. La première, c'est une entreprise qui est en région PACA, qui vend des pièces de voiture, toujours le même type de pièces de voiture, sauf que chaque pièce est spécifique à une marque et un modèle. Cette entreprise, elle alimente le marché européen et mondial de pièces de rechange. Elle produit environ 3000 pièces par jour, avec plus de 200 références. Et l'objectif pour l'entreprise, c'est d'avoir en temps réel une vision de chaque commande client. Sachant que quand on parle de clients, c'est les clients en France et export. Et quand on parle d'export, il y a tout l'aspect douanier, transport fret, etc. Au départ, l'entreprise, elle a utilisé des modules de comptabilité, et CRM, et quelques modules de production. Disons grosso modo une gestion macroscopique d'un stock unique, une gestion d'articles et de gamme, et une gestion d'un seul OF par jour. La planification est en fait à la main sous Excel. Donc, l'analyse de cette entreprise a conduit à repenser le système, parce que quand vous voulez avoir un état de la commande, une commande donnée sur la chaîne de production, pour produire un produit comme ça, il faut à peu près 14 jours dans le temps de traversée moyen de la production. Et ça veut dire que tout le système qui était configuré initialement sur un seul OF par jour, pour des raisons historiques, a dû être repris complètement. Alors, voilà. Le deuxième cas de figure, c'est une entreprise toujours PACA, travaillant dans le domaine de l'aéronautique. Il y avait des problèmes pour retrouver ces outillages de production. Et le besoin exprimé, c'était la géolocalisation en temps réel des outillages. Au départ de l'ERP, il utilisait les modules comptabilité CRM, gestion de production étant faite sous Excel et la traçabilité orientée client sous forme papier, avec reprise sous Office pour les éditions.
l'analyse complète qui a été faite dans ce cadre-là a montré que la gestion de la traçabilité était totalement incomplète et que comme elle était gérée par Face Papier et qu'elle ne se référait qu'uniquement au rendu papier pour le client, forcément, on ne trouvait pas les outils alors qu'il y a un moyen simple de les trouver. Donc la géolocalisation n'était pas forcément la solution et n'est pas forcément la solution. Donc on a repris un petit peu la configuration de l'ERP dans sa production. La troisième entreprise, c'est une entreprise d'Occitanie qui propose une expertise d'étanchéité industrielle pour des produits d'étanchéité sur mesure ou sur catalogue. C'est-à-dire que c'est par exemple une entreprise qui a besoin de vérifier l'étanchéité de toute son installation, ils font le tour. Donc il y a une expertise initiale qui est faite, suivie d'une feuille de route avec l'ensemble des spécifications détaillées pour revenir sur une configuration adaptée dans l'ERP. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une partie plutôt étude, une partie expertise, une partie réalisation de chantier, mais il y a une partie aussi réalisation en production, de joints, de choses comme ça qui sont particulières. Donc la gestion de production de ces produits était gérée manuellement. Ils ont souhaité passer sur un ERP en open source. Ils ont fait 1 an d'open source avec cet ERP, mais par contre, la configuration mise en place n'a pas permis de répondre à différents axes visés, notamment la gestion de production des joints, le suivi la problématique liant le suivi des affaires, etc. La problématique étant liée à la codification, aux fiches articles, la traçabilité, à la gestion de matières premières, etc. Donc là aussi, il a fallu reprendre la configuration de l'ERP, tout simplement parce qu'il était configuré pour ce qu'on appelle pour de la vente en web, donc ce qui n'est pas du tout le cas de l'entreprise. Donc ça montre bien que effectivement, pour ceux qui n'ont des modules ERP que sur des modules de type hors gestion de production, la mise en place d'un système de production va peut-être modifier un petit peu la façon de travailler. Alors sur cette slide, on a quand même un petit état de tous les modules qui sont implémentés généralement dans le cadre d'un ERP, les premiers modules. Donc les premiers, c'est toujours les mêmes, c'est la comptabilité des achats, suivi en général de la gestion financière, et en 4e position, la gestion de production. En moyenne, chaque entreprise a déployé 5 modules, mais quand on arrive sur 3 modules et qu'on veut passer à la gestion de production, là, forcément, il va y avoir des impacts sur la partie façon de travailler. Je vous donne un autre exemple, une entreprise que je suis actuellement, qui jusqu'à présent travaillait en termes de financiers, de commercial, etc., hors production sur des produits en vrac au poids. Et aujourd'hui, en termes de traçabilité et gestion des expéditions et de transport, tous les transports se font par contenant. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de la configuration de l'ERP, il va falloir la reprendre parce que, en tout cas sur une partie, sur toute la partie gestion de production des produits finis, parce que ce n'est pas géré au contenant, mais en vrac. Et donc, du coup, en termes de traçabilité des lots, etc., on est incapable de faire quoi que ce soit. Dernier point, les délais initialement prévus n'ont été respectés que dans 35% des cas. Les 2 tiers des projets restants, sur les 2 tiers des restants, 39% déclarent avoir subi un retard d'au moins 3 mois à plus d'1 an. Et dans 17% de ces cas-là, c'est le périmètre du projet qui a évolué. Encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on a pu présenter dans l'implémentation d'un ERP. Quand on va passer sur la partie notamment gestion de production, et tout ce qui va avec, gestion de production, gestion des stocks, logistique, supply chain, là, il faut que la cartographie des flux et toutes les informations soient cohérentes. Donc, ici, je vous ai représenté quelque chose d'assez classique. Donc, normalement, vous devez avoir vous avez choisi, vous avez été orienté vers un module à implémenter. Donc on va partir d'une représentation d'un flux classique, et donc c'est une représentation linéaire où chaque opération, donc la fabrication de produits, c'est un séquencement d'opérations depuis la rentrée en stock des matières premières jusqu'à l'expédition. En fait, on s'aperçoit que tout ce flux est contraint par plein de choses, des retards, par des anticipations
malencontreux ou des annulations d'ordre de fabrication, une accumulation du stock, une mauvaise anticipation des stocks, un stock insuffisant, des diminutions de marge, des défaillances d'un poste de production, des manquants, etc. Donc tout ça, ça conduit à se dire maintenant on va implémenter un outil de gestion de production, mais attention, là, cet outil de gestion de production, encore une fois, c'est un module logiciel, c'est-à-dire qu'il est entièrement configurable. Et c'est la configuration qui va s'adapter à la façon dont vous gérez votre entreprise. À savoir que votre stratégie d'entreprise, on le verra tout à l'heure, elle va permettre de définir un type de gestion de production, mais elle dépend également d'influences externes, qui sont des influences géopolitiques, réglementaires, des influences de stratégie groupe, des choses comme ça. Donc la stratégie dépend de technologies, des produits, des process, mais d'influences externes. Donc tout ça, il va falloir le mettre en départ comme données d'entrée pour aller configurer la partie production. La partie production, vous voyez, elle va être sensible à ce qu'on appelle des variabilités. Alors il y en a plusieurs types de variabilités. Variabilité d'approvisionnement des fournisseurs, en termes de qualité et en termes de délai. C'est ce que tout le monde subit depuis près d'un an, notamment dans l'électronique, nous, on connaît bien. La variabilité des demandes par des appels de livraison très souvent fluctuants, c'est-à-dire qu'un client qui a des marchés subit aussi, lui, de la part de ses clients, des fluctuations. Donc il va essayer de faire des appels anticipés des marchés et des plans de production. Il y a une variabilité opérationnelle des processus de production à cause de la disponibilité des ressources, c'est-à-dire que là, on nous manque de produits, on manque de ressources, machines ou autres. Et aussi la variabilité de management, voulant changer trop souvent les plans de production et les directives de gestion. Ça arrive fréquemment, on n'ose pas trop le dire, mais c'est fréquent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre système subit une faible variation dans le départ, mais cette variation va être amplifiée tout au long de la chaîne. Et donc, par exemple, ici, vous avez une variation client, une faible variation client qui va s'amplifier. Ça veut dire qu'on va avoir une amplification importante côté appro, et donc on va être obligé d'augmenter le temps d'appro pour y arriver. Donc, votre production elle va être sensible à beaucoup de variabilité. Alors, on reviendra sur cette notion de variabilité, comment on peut y faire face. Alors, les principaux chantiers couverts par le dispositif, pour ça, on va repartir depuis le début. On va repartir du départ, c'est-à-dire que le projet ERP est une décision stratégique d'entreprise. Cette décision stratégique de l'entreprise, elle va aboutir sur ce qu'on appelle un plan stratégique de production, qui a pour objectif de prévoir la production à long terme d'un produit. Ce plan est revu tous les 1, 2 à 5 ans. Il définit les objectifs généraux de l'entreprise en termes de part de marché, de choix de produits, de site de production, d'organisation générale de production. En deuxième niveau, on a deux autres choses, ce qu'on appelle le plan industriel et commercial, le PIC, donc qui lui est un plan à long terme, entre guillemets, qui est établi au niveau du comité de direction à partir du carnet de commandes et des prévisions commerciales. Le PIC permet d'adapter son niveau de stock et de main-d'œuvre pour répondre aux besoins clients en termes de quantité. Il permet d'anticiper aussi globalement les problèmes qui peuvent arriver, notamment en termes de variabilité long terme. Voilà. Ensuite, vous avez le PDP. Le PDP, alors, je vais revenir sur ce schéma-là. Ce schéma-là, c'est qui va déjà structurer en termes d'organisation de production la façon dont vous allez gérer votre production. On appelle ce qu'on appelle le ETO, le MTO, le ATO, MTS, pour Engineering Order to Order. Donc on va faire de l'ingénierie et ce qui va passer en avant. Ensuite, on va faire sur commande. Ensuite, on va assembler sur commande. Et on va faire aussi du stock, sachant qu'on a un produit qui est assez récurrent. Donc tous ces modes de gestion sont en fonction de plusieurs paramètres. Variété de produits, volume de produits, délai de fabrication et délai de livraison, et d'autres paramètres. Donc déjà, il y a un premier filtre qui va s'effectuer sur la façon dont vous allez gérer votre production. Donc le PDP, lui, c'est du court terme. Il va planifier les besoins en produits afin de satisfaire les demandes clients. Donc avant, on planifiait
en termes de stock et de manœuvre, et maintenant le PIC, et maintenant le PDP, lui, va planifier en termes de besoins, en termes de produits. Il va faire un chiffrage pour chaque famille de produits et pour chaque produit fini, en quantité et par produit fini. Et ensuite, il va affecter des clés de répartition sur ces produits en fonction des commandes clients. C'est un processus qui est assez similaire au MRP, sauf que lui ne planifie pas les besoins et les composants, mais les besoins en ressources humaines, matérielles et financières. L'étape, la couche, on décompose un petit peu les couches, comme ça permettra de positionner les principaux aspects du parcours. Autre couche, c'est tout ce qui est calcul de besoins bruts. Le calcul de besoins bruts qui est ici, hein, lui, il permet de voir le nombre de composants nécessaires dans la hiérarchie de nomenclature produit. C'est-à-dire qu'on va prendre un produit, on va regarder par niveau hiérarchique quels sont les composants qu'il compose, qui sont nécessaires à sa fabrication, le nombre, etc. Et on va mettre, là encore, des coefficients de montage. Voilà. Donc tout ça, ça nous permet de dire, pour X produit, j'ai besoin de sous-composants ou de sous-produits. Ensuite, pour pouvoir aller plus loin, on va utiliser, donc ça, on a besoin du carnet de commande. Ensuite, on va avoir les achats qui vont intervenir, parce qu'à partir du moment où on va avoir le calcul de besoins bruts, on va avoir une gestion de stock et d'encours, et les achats qui vont intervenir. Donc là, ça suppose la maîtrise et l'analyse de flux. Le dernier étage de la fusée, c'est le calcul de besoins net, qui lui est, en fait, c'est le calcul de besoins bruts moins les articles disponibles. Donc ça veut dire qu'on va tenir compte de la consommation jour, de l'ordonnancement, etc., pour aller le calculer. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a fait une planification, et après, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement. L'ordonnancement, il est fait par l'ordonnanceur. Il part du plan de production, il part du calcul de besoins nets et de la consommation jour. Et donc, il va répartir les ordres de fabrication sur les machines, le planificateur, pour couvrir les besoins et maintenir le niveau de stock minimum pour charger et couvrir les aléas de production. Et ça, toutes ces notions de planification, etc., on les reverra un petit peu plus tard dans la présentation. À tout cela, s'ajoute la gestion de la qualité et de la traçabilité. Et je rappellerai, je verrai tout à l'heure, que la traçabilité, ce n'est pas juste une question de documents. Voilà. Et donc, en fait, dans le parcours, les fonctionnalités qui sont proposées un petit peu dans le parcours, c'est, par exemple, développer une nouvelle interface client, un configurateur, qu'on verra après, optimiser sa planification, partant du PIC, du PDP et du CBN, maîtriser ses flux matières, en termes de stock, d'achat et de consommation, maîtriser sa rentabilité de production à travers des indicateurs, automatiser la relation avec un tiers, traçabilité normée, contractuelle, configuration retardée, entreprise étendue, etc. Alors, on va prendre le premier exemple. Le premier exemple, c'est celui c'est celui du chiffrage. Donc, pour faire un chiffrage, vous avez, il y a trois façons de faire. Hein. Vous avez l'expression de besoin du client. Et là, on a 3 cas de figure, le chiffrage détaillé, le chiffrage global ou pas de chiffrage du tout. Vous pouvez avoir un configurateur qui est un module de l'ERP qui, lui, va permettre en fonction d'informations de l'ERP, de vous aider dans le chiffrage, ou avoir un logiciel externe de chiffrage parce que, par exemple, vous avez de la CRO, vous avez des choses comme ça, vous avez besoin de voir. Donc là, on sera sur un logiciel de chiffrage. Ça peut être de l'Excel, mais ça peut être aussi un autre type de logiciel. Et on fera un connecteur. Et le configurateur, là, ça permet, en fonction des articles qu'on a, de mettre, d'aller chercher différentes configurations par des choix en liste et d'aller affecter des coûts qui sont en face. Donc, un article, pardon, excusez-moi, j'appuie. Donc, si on regarde ce qui se passe au niveau affaires, vous avez une proposition commerciale initiale, une proposition commerciale qui, elle, va être envoyée au client et qui sera référencée, une commande, un accusé de commande. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prévision, le PIC, lui, va tenir compte des prévisions de commande, c'est-à-dire aussi des propositions commerciales, mais le PDP, lui, va ne travailler que sur la partie
commande avec un accusé de réception. Il reprend l'élément, j'ai un petit souci de, excusez-moi, pour repositionner la partie temporelle, le pic, lui, est sur un horizon assez loin, avec beaucoup de flexibilité. Par contre, le PDP, lui, est ce qu'on appelle l'horizon gelé, un delta T qui est très court, mais c'est là-dessus qu'on va calculer l'ensemble des plans et surtout des ordonnancements. Alors, petite remarque là, juste une petite remarque. Pardon, j'entends trop. Hop. Vous avez la possibilité, quand vous avez fait un chiffrage ou un article qui a été chiffré plusieurs fois par plusieurs clients, de le passer en article fabriqué sur standard. Ça, c'est possible. Par contre, attention, je vois ici, pour chiffrer un article, vous avez certains utilisent ce qu'on appelle un article fictif dont la durée est éphémère. Ça, c'est possible, sauf que quand vous allez vouloir faire des statistiques pour le passer en article standard, ben vous allez perdre toute l'historique de l'article fictif. Alors, le configurateur, ben, c'est simple. Hein, pour utiliser un configurateur, on va regarder quels sont les produits génériques catalogue. Voilà, par exemple, je prends n'importe quoi, vous avez un bureau, vous vendez un bureau avec un plateau, des pieds, etc. Cet article générique il est décomposé en gammes et il a des variables d'influence. Voilà, des variables d'influence qui ici, on a pris le cas du perçage, mais ça peut être la couleur, ça peut être la nature des pieds en alu, des pieds en inox, ça peut être la nature du plateau, etc. Donc, on va avoir une gamme avec les nomenclatures. Pour chacun on va regarder les variables d'influence et on aura à chaque fois des règles de calcul, soit par ABAC, soit par fonction, soit par expression. Alors, la question étant de savoir si on paramètre l'ERP ou pas, hein, c'est ce qui est marqué là. Est-ce qu'on le paramètre ou est-ce qu'on le programme? Ou est-ce qu'on garde un outil extérieur? Ben ça, c'est l'accompagnement qui va vous aider là-dessus. Il n'y a pas de règle, c'est tellement fonction de votre marché et de votre façon de travailler que un œil extérieur est nécessaire. Alors là, on a parlé tout à l'heure de variabilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter cette variabilité. Tout à l'heure, je vous rappelle, vous aviez un coup de fouet qui partait de là, qui allait très fort dans l'autre sens. Ben pour limiter la variabilité, ben on va créer des indépendances entre les phases d'un processus de production. C'est-à-dire qu'ici, vous avez processus de production, emballage, etc. On va créer des phases, on va créer donc un amortisseur, et cet amortisseur, ce sera un tampon, un stock tampon, voilà, qui viendra amortir l'impact de la variabilité. Première remarque, c'est que ça fait beaucoup de stocks à gérer intermédiaires et qu'il va falloir les gérer et les piloter. Un stock intermédiaire, là, c'est une zone de stock particulière. Alors, après, ça veut dire que quand on gère ces stocks, il va falloir dire pour chacun des stocks comment on gère ce stock tampon. Avec quel mode, est-ce que c'est en FIFO, LIFO, ou est-ce que c'est un appel sur OF? Voilà. Attention, cette solution pour réduire la variabilité, elle remet en cause quelque part, pas forcément complètement, mais quelque part, la gestion du juste à temps. Le juste à temps, c'était, on consomme ce qu'il faut et qui est produit par devant. Et donc la gestion aussi du zéro stock. Les deux peuvent être mis en cause parce que la variabilité est forte. Donc, tous ces aspects-là, juste à temps, zéro stock, sont des données qui étaient d'actualité, qui sont toujours d'actualité, mais on vient rajouter aujourd'hui des nouvelles façons de travailler, notamment liées à à ce qui se passe actuellement dans le monde industriel. Ici, vous avez sur ce slide une représentation de la gestion des approvisionnements. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'il faut commander? Combien il faut commander? Quelle quantité? Quel est le lot économique? Est-ce que je peux négocier avec le client? Et les facteurs influents sont les prévisions, les consommations, d'accord? Les prévisions, elles sont liées au pic. Les consommations, elles sont liées au calcul de besoins bruts. Mais certains facteurs externes peuvent venir compléter ces informations prévisibles ou non. Crise sur les transports. Nouvel An chinois, hein, nous dans l'électronique, le Nouvel An chinois, c'est une zone noire, c'est-à-dire que tous
tous les appros, tout ça, c'est bouclé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de commande, donc c'est des saisonnalités externes qu'on est obligé d'intégrer dans les appros. Voilà. Et puis après, il y a tout ce on a connu dans les crises de composants, etc. Ensuite, il y a les délais de réappro. Les délais de réappro s'ajustent aussi avec la variabilité des marchés. C'est un délai standard, plus des coefficients de confiance. Après, vous avez le coût de gestion des stocks, coût de gestion direct, mais aussi derrière cette valeur, il peut y avoir des coûts de gestion de matières premières, parce qu'en fait, actuellement, les cours de matières premières évoluent tellement que vous avez intérêt à faire du surstock. Donc, vous voyez que le surstock peut vous coûter moins cher que de la gestion de stock limitée. Voilà. Donc, tout ça, ça va rentrer dans la méthode de gestion de réappro. Donc là, il y a une petite remarque, petite matrice qui vous permet de voir de façon assez globale, mais il faudra rentrer dans le détail avec le consultant, en fonction des dates, soit vous faites du réappro à période fixe ou à période variable, en fonction des quantités, si c'est fixe ou variable. Quel type de gestion vous allez avoir? Donc la méthode fixe, avec stock de sécurité et lot économique. Voilà. L'économique, c'est ce qui nous permet de garantir que tout se passe bien sur l'ensemble de la chaîne, de la supply chain. Ou soit vous allez avoir des périodes variables, et là, méthode du point de commande. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va gérer du stock de sécurité, de la consommation moyenne, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de tout détailler, mais vous voyez que sur cette gestion des approvisionnements, c'est complètement en fonction de la façon dont vous travaillez. Et donc, votre configuration d'ERP se fera en conséquence. Alors là, si on revient au pilotage de production, vous avez qu'on avait vu le PIC tout à l'heure, qui est le plan de production commerciale et industrielle. Vous avez le plan directeur de production. Une fois qu'on a le plan de production, directeur de production, on a tout ce qui est calcul de besoins nets et calcul de consommation moyenne journalière. Et après, on a le plan de charge. Et le plan de charge, c'est ce qui va nous donner la planification, l'ordonnancement. Donc vous avez la planification qui n'a pas d'horizon, qui a capacité infinie avec des optimisations de taille de lot. Ça, c'est le côté théorique. Donc on va commencer à planifier. C'est ce qui nous permet de faire des plans de production en avance. Par contre, quand on va être dans l'ordonnancement, on va travailler sur du court terme, avec une capacité finie, avec des optimisations de la séquence des ordres. C'est-à-dire que les OF seront calculés pour se faire au mieux. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, je vois que la planification et l'ordonnancement sont faits manuellement. Ça, c'était pour les... Voilà. Après, la question qui se pose, c'est comment définir des horizons de production pour le PIC et le PDP. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des horizons qui sont complètement finis. Donc ici, l'horizon gelé, c'est-à-dire que tous les OF sont programmés. C'est en général, alors là, il y a semaine plus 4, mais ça peut être beaucoup plus court que ça. Rempli d'OF et de prévisions soumis à des contraintes de flexibilité, ça c'est une zone tampon, c'est-à-dire que ça, on va avancer et puis on va intégrer ça dans l'horizon gelé. Et toute la partie horizon libre, c'est le carnet principalement de prévisions, prévisions statistiques ou prévisions commerciales. Donc le PDP, lui, il fige les ordres de fabrication et d'achat, ferme et définitif. Le PIC, encore une fois, il fournit des commandes prévisionnelles et des contraintes de flexibilité. Et avec ça, ensuite, on va redescendre sur les calculs de besoins nets, etc. Pour avancer plus loin, pour fonctionner dans tout ça, on a besoin de certains éléments qui sont ce qu'on appelle les temps de réponse, c'est-à-dire quel temps on met pour répondre à un client. Le temps de traversée, le lead time, ou le temps de passage, c'est le temps depuis l'entrée de la matière première jusqu'à l'expédition. Le temps de cycle, c'est le temps de cycle par machine. Le temps de préparation avant une opération et le temps de transfert entre chaque machine. Vous voyez, ces temps-là qu'on va retrouver après en termes d'indicateurs, on va en avoir besoin pour calculer les temps de production et avoir une idée des délais de fabrication et de livraison au client. On a parlé tout à l'heure de variabilité. Alors, jusqu'à présent, on travaillait beaucoup dans les anciennes versions sur du MRP, c'est-à-dire qu'on travaillait que l'ordre de fabrication dépend d'une prévision de vente et on va anticiper le besoin commercial.
Le problème du MRP, c'est qu'on a vu que la variabilité, elle ne sait pas gérer les variabilités. L'autre cas de figure, c'est de travailler en ligne. Ça, c'est une façon de voir les choses, avec une boule Kanban rétroactive. C'est-à-dire qu'on va, entre chaque opération, on va faire appel à l'opération d'avant. Donc chaque produit est piloté indépendamment des autres et pas de planification globale des produits. Ça, en termes de variabilité, ça ne répond pas non plus à la variabilité suivant le type de variabilité. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, on l'a vu tout à l'heure, le DDMRP, qui est en fait un système qui permet de pallier la variabilité, c'est-à-dire qu'on va amortir et on va créer des buffers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc des buffers ici. Alors DDMRP, et donc vous avez un ordre de fabrication qui va alimenter des buffers ici, et c'est ces buffers-là qui vont faire la synchro des ordres de fabrication. Et on passe par des stocks intermédiaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ensuite, vous avez l'intérêt, c'est les goulots d'étranglement. Alors, pourquoi voir les goulots d'étranglement en production? Parce qu'on considère que c'est une catastrophe. Or, souvent, c'est pas forcément une catastrophe. Ça permet d'avoir une gestion de production suivant la théorie des contraintes. Hein. On va essayer d'équilibrer les flux le long de la chaîne de la production et non pas en fonction de la capacité. C'est donc la gestion ne se fait pas en la capacité possible, mais sur le flux réel. Et donc le goulot ici va utiliser ce qu'on appelle le DBR, hein, c'est-à-dire on va supprimer les temps morts, éviter les pannes, etc. Alors le DBR, je crois que j'ai un petit schéma après. Non, pardon. Le DBR, c'est ce qu'on appelle en fait le goulot qui va c'est le tambour, hein, voilà, je cherchais le nom, c'est le tambour qui va donner la cadence de production, puisque c'est lui qui a la cadence la plus faible. Ce tambour-là, une fois qu'il donne la cadence, eh ben, on va gérer en amont, toute la cadence en amont se fera là-dessus. Et on va avoir des buffers qui vont arriver là-dedans. Pourquoi on fait ça? Parce que si je prends cette phase-là qui est en amont du goulot, peut travailler pour d'autres chaînes à côté, eh ben on va pouvoir gérer ici un buffer qui permet d'avoir une opération qui n'est jamais arrêtée. Voilà. Donc la corde qui est là, c'est ce qui permet de faire le calcul des besoins. Donc c'est comme ça qu'on va équilibrer quand on a un goulot d'étranglement. Ah, voilà, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc, autre possibilité qui est demandée dans les parcours, c'est la digitalisation. Alors, digitalisation, c'est bien, avec beaucoup d'avantages. Hein. Par exemple, les fiches suiveuses, les postes de contrôle, l'état des stocks, etc. Donc, par contre, face à cette digitalisation, il y a des avantages. Par contre, il y a des remarques. Hein. Je prends, par exemple, si je prends la gestion des stocks, eh ben, il va falloir revalider la codification. Des unités de vente. Il va falloir valider ou redéfinir la façon dont le stock j'allais dire, a une topologie et comment se fait la classification dans le stock. Gérer les stocks tampons. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où je vois dans les entreprises où on ne gère pas les stocks tampons. Voilà. Modification, horodatage avec une précision, voilà, c'est par exemple, ça c'est important, c'est que souvent vous voulez avoir un temps sur une machine. Ben, le temps sur une machine, eh ben, il va falloir mettre en place une vraie synchronisation. La vraie synchronisation, c'est pas je mets un code barre et puis je synchronise 3 heures après. Voilà. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont des sources positives de la digitalisation, hein, c'est tous les avantages. Il y a quand même un besoin d'analyse à côté pour voir les remarques ou les points de vigilance qui sont à mettre en face. Une fiche suiveuse, par exemple, eh ben, on ne va pas recopier stricto sensu une fiche suiveuse, on va profiter de la mise en place de la digitalisation et du module associé. Voilà. Je suis peut-être en retard. Je ne sais pas si j'ai du retard. Donc je vais avancer. Hein. Le point d'après, c'est la structuration des informations, hein, qui sont importantes.
Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir des données techniques qui sont propres pour avoir une remontée d'informations pertinente, hein. Encore une fois, on ne sait pas faire de l'usage d'informations si les données qu'on prend ne sont pas correctes. Et quand vous allez mettre en place un module ou un autre, eh ben vous allez vous apercevoir que peut-être il va falloir aller chercher des données que vous n'avez pas ou créer un nouveau champ de données. Voilà. Donc la nomenclature, les gammes, les documents, tout ça, c'est des exemples. Mais la capacité, par exemple, c'est important. Si on regarde une capacité sur une machine, bon, il y a la capacité propre de la machine, mais il y a le temps de charge de la machine. Voilà. Tous ces aspects-là vont être structurés. Ce sont des données techniques qu'il va falloir intégrer. Et si vous ne les avez pas, il va falloir aller les chercher, surtout les penser et les structurer dès le départ. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Hop. Céline, tu peux me dire combien de temps il me reste? Parce que je n'ai pas lancé mon... Sur le... 2 minutes. 2 minutes, c'est bon, je vais aller vite alors. Sur les indicateurs de performance, là, on voit plein de choses qui sont proposées. Je vous rappelle qu'il y a une règle de l'AFNOR qui fournit les principaux indicateurs de performance qui sont là, qui sont les temps d'ouverture, les temps de totaux, les temps requis, les temps de fonctionnement, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont normées. On n'allait pas refaire des choses qui sont déjà dans les indicateurs de performance et qui sont souvent pris en compte dans les ERP. Je reprends la main ici, parce que c'est vrai que je suis obligé de le faire en 2 fois. Voilà, je vais aller vite, voilà, désolé. Donc là, on vous accompagnera sur quels sont les indicateurs de performance à mettre en place et comment quelles sont les informations pour les avoir. Voilà. Enfin, pardon. Le dernier point, c'est la qualité. Pourquoi avoir un module de qualité intégrale ERP? La plupart de ceux que je vois sont tous sur des Excel externes, mais ça, c'est tout simplement parce que c'est plus facile, mais c'est quand même une catastrophe parce que pour aller d'abord rechercher l'information et pour aller faire les plans d'action associés, ça devient compliqué. On est capable de les intégrer directement à l'ERP. Hein. Et tout ce qui est traçabilité, là, je peux vous dire que j'en fais l'accompagnement depuis 25 ans. Et que je ne suis toujours pas au chômage parce que il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. La traçabilité, ce n'est pas qu'une histoire de document. Je vous rappelle, la traçabilité, c'est un identifiant, un lieu et une date. Et qu'on soit capable de dire à quel moment et où était tel produit qui a été identifié avec telle valeur. Faire une traçabilité uniquement de papier ou d'information n'est pas suffisante pour répondre aux besoins. Voilà, je pense que j'ai bouclé assez vite. Merci Philippe pour ta présentation. Donc, je vais prendre le relais pour la suite pour vous présenter le mode opératoire du parcours et les conditions d'entrée dans le parcours. Donc moi, je suis Bruno Deschamps, chef de projet industrie au sein de la CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc le parcours, quelques éléments pour préciser l'entrée dans le parcours. Pour pouvoir y prétendre, il faut déjà avoir bénéficié du diagnostic usine du futur entre 2020 et 2023. Et que suite à ce diagnostic, en fait, il y a eu un besoin, une problématique liée à la mise en œuvre d'une brique fonctionnelle sur une des thématiques qu'a évoqué Philippe auparavant, qui a été identifiée dans le diagnostic. À partir de là, ce diagnostic usine du futur, c'est vraiment le point d'entrée dans le parcours. Donc là, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez postuler à ce parcours, votre premier point de contact, ça sera le référent usine du futur, hein. Donc la personne qui vous a accompagné lors du diagnostic. Alors, juste pour revenir, oui. Et ce parcours, élément important, aujourd'hui, le parcours est limité à 20 places, toute option confondue, puisque sur ce parcours, on a deux options. Et donc là, on part du principe que le premier arrivé, le premier servi. Les grandes phases du parcours, alors, là, une fois que vous avez contacté votre référent usine du futur, vous serez fléché vers un conseiller CCI, qui a été spécifiquement formé par nos partenaires techniques pour pouvoir réaliser un diagnostic d'opportunité. C'est un diagnostic qui est réalisé sur site avec vous, pour qualifier exactement votre besoin et reprendre les éléments saillants du diagnostic usine du futur. L'objectif, c'est de présenter votre dossier ensuite à un comité de pilotage
Un comité de pilotage donc, qui regroupe nos deux experts, que sont Captronic et le CRIT informatique de Poitiers, et donc le conseil régional et la CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc là, c'est un organe décisionnaire qui va donc qualifier votre projet et donner un feu vert ou pas pour la suite et pour l'entrée dans le parcours. Mais c'est un panel d'experts donc qui va regarder votre projet, en discuter donc avec le conseiller pour pouvoir le cadrer, définir le périmètre et identifier les contraintes, les freins ou les éléments importants à mettre en avant vis-à-vis de l'accompagnement qui va avoir lieu par la suite. Donc, suite à ça, si vous vous engagez donc dans le parcours, il y a deux éléments principaux. Une formation donc collective avec plusieurs chefs de projet, plusieurs chefs d'entreprise, donc qui sont regroupés pour une formation d'une journée. Où là, l'objectif est de reprendre rapidement donc les grands enjeux d'un ERP et de rappeler aussi les bonnes pratiques en termes de conduite de projet et de conduite de changement. Suite à quoi donc vous pouvez par la suite donc lancer un accompagnement par un consultant donc qui a été préqualifié. Vous aurez un catalogue donc des consultants qui ont été préqualifiés, chacun donc renseigné sur le type d'expertise qu'il peut apporter donc en fonction des options sur lesquelles vous avez été fléché. Et donc vous aurez aussi de la part du comité de pilotage le nombre de jours estimé donc pour l'accompagnement par ce consultant. Donc on voit que là vous pouvez avoir un accompagnement entre 6 et 12 jours. Au final, donc, suite à cet accompagnement, vous aurez donc un bilan de l'action qui sera réalisé, donc, afin de faire un retour d'expérience et de s'assurer que tout s'est bien passé. Ensuite, tout au long de ce parcours, en fait, vous avez deux points de contact. Donc, le point de contact préférentiel, c'est le conseiller CCI référent, hein, qui aura fait donc le diagnostic d'opportunité, qui sera donc à votre côté pour vous accompagner et répondre à vos questions. Et bien évidemment, derrière, vous aurez toujours aussi le référent usine du futur, qui sera à votre disposition aussi pour vous accompagner. Un élément important sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités, si jamais il y a la nécessité d'investir sur une nouvelle brique logicielle, il faut savoir que le parcours ne va pas jusqu'à la rédaction du cahier des charges. Donc, vous avez tous les éléments pour pouvoir rédiger le cahier des charges. Vous pourrez continuer avec le consultant en place ou choisir une autre ressource pour vous aider à la rédaction du cahier des charges. Donc, point important, nous ne rédigeons pas le cahier des charges dans le cadre de ce parcours. En termes de calendrier, donc là, vous pouvez postuler au parcours donc jusqu'à fin septembre 2023. Donc là, on a 6 mois pour pouvoir postuler. Donc pour rappel, voilà, votre référent usine du futur et par la suite le conseiller CCI, donc référent, vous accompagnera dans cette partie-là et présentera votre dossier au comité de pilotage. Et la partie accompagnement et formation se mettra en place jusqu'à juin 2024. Donc la partie formation, en général, suit le comité de pilotage assez rapidement. Ensuite, sur la partie accompagnement, voilà, les 6 à 12 jours sont à positionner et l'accompagnement est à finaliser pour juin 2024. Donc 2 dates à retenir, septembre 2023 pour l'entrée dans le parcours et la finalisation du parcours pour juin 2024. En termes de coûts, alors coût global, déjà, donc l'opération coûte entre 6 200 et 12 200 euros. Donc, il y a donc un financement de la part de la région, donc à 50% des frais d'accompagnement donc des consultants. Donc, pour rappel, qui interviennent entre 6 et 12 jours hein, pour vous accompagner sur les thématiques choisies. Ce qui veut dire qu'en termes de reste à charge, vous êtes entre 3 200 et 6 200 euros par entreprise. Donc, un montant qui va varier aussi suivant le nombre de jours d'accompagnement de la part du consultant. J'en ai fini donc pour la partie présentation du mode opératoire. Donc vous avez un chat sur le côté si vous souhaitez poser des questions. Donc on en a eu quelques-unes que je vais reprendre dans l'ordre. Donc là, j'ai une première question. Dans le cas où on a déjà un ERP en place et que les axes à optimiser ont été identifiés avec un partenaire à la suite de l'accompagnement usine du futur, devons-nous recommencer le travail d'accompagnement et de choix de partenaires? Donc là, on a, voilà, suite à l'usine du futur, des actions ont été engagées avec un partenaire. Donc, il y aurait peut-être un passage de relais à faire. Comment ça peut se passer?
Je vais répondre sur la partie technique, ça dépend de jusqu'où vous êtes allé et si vous avez bien tout spécifié. Encore une fois, c'est compliqué de répondre à ce type de questions en fonction, parce que c'est fonction du cas par cas. Si par exemple, moi je vais prendre un domaine que je connais parfaitement, la traçabilité, les gens veulent rajouter un module de traçabilité ou faire de la traçabilité avec un module. Les modules aujourd'hui qui existent dans les ERP, il va falloir les configurer. Et des fois, il va même falloir aller un peu au-delà de la configuration. Et ça ne suffit pas de dire, bah, voilà, vous avez un module de traçabilité, je vais le prendre et je vais le configurer moi-même. La traçabilité, globalement, si vous voulez, quand on attaque la traçabilité, moi, il me faut entre 6 et 8 jours, minimum 6 à 8 jours avec l'entreprise pour la construire complètement. Et après, il y a du paramétrage qui se fera. Mais partir comme ça, en fait, ça dépend du cas de figure. Si effectivement vous avez déjà travaillé, que tout est bien cadré, que tout est bien, vous pouvez y aller directement, mais c'est rare. Voilà. C'est complètement en fonction du cas d'usage. Bruno, si je peux juste préciser par rapport à la question, parce que on peut comprendre aussi que c'est les préconisations qui sont faites lors du diagnostic par l'expert qui est intervenu sur la brique stratégie numérique. Donc, lors du diagnostic, les axes d'amélioration qui sont identifiés, ce sont que des préconisations. Après, derrière, il faut les réaliser. Donc, faire suite aux préconisations du diagnostic usine du futur pour se faire aider, pour réaliser ce qui a été préconisé, c'est bien le rôle du parcours. Voilà. Maintenant, si suite au diag et de la préconisation, vous êtes rentré en contact avec un consultant ou un offreur de solutions pour travailler sur le sujet, là, en effet, vous avez déjà fait une partie de ce que le parcours pouvait vous proposer. Bien, merci. Voilà, je vais avoir une question un petit peu plus longue. Donc là, c'est la question. Donc nous avons plusieurs logiciels qui gèrent la fabrication par type de matériaux, donc bois, PVC, aluminium. De plus, pour la partie chiffrage et commercial, nous avons également plusieurs logiciels. Alors à chaque fois que l'on aborde avec les éditeurs la transmission des données d'un logiciel à l'autre, on nous dit que cela n'est pas possible ou demande des moyens qu'une PME n'a pas. Oui, alors après, c'est souvent le cas. Je parle notamment dans le cas des menuiseries, hein. Menuiserie, alu, bois et PVC. On arrive quand même, pour l'avoir fait dans un cadre, à avoir des données qui sont agglomérées dans un cadre ERP. Mais par contre, il faut repartir du fait que vous avez un ERP qui vient se mettre au-dessus de ces outils-là, et il va falloir créer des connecteurs à partir sur l'ERP. C'est la seule façon de travailler. Je ne sais pas si ça répond. Après, il faut regarder dans le détail, mais c'est comme ça que je le vois. Ça va répondre complètement à votre question, mais c'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est à condition qu'il y ait un ERP. Oui, mais il va falloir remettre ça en place. Pas forcément. Si on a 3 systèmes d'information indépendants, enfin 3 systèmes, 1 par technologie, la demande, c'est de pouvoir faire partager les données entre chaque système. Il va falloir de toute façon un système au-dessus qui gère le tout. Il faudra un système au-dessus qui gère le tout. Alors, ça ne peut pas forcément être un ERP, mais ça veut dire du spécifique, donc c'est pas... C'est un sujet qui peut en fait faire l'objet d'une demande d'accompagnement dans le parcours, oui. Et on fera l'analyse en copile pour voir si on peut ou pas proposer le parcours pour répondre à la question. Merci. Donc, j'ai une troisième question. Là, donc, suite à la présentation, voilà, présentation exhaustive. Est-ce applicable pour des TPE, PME et quelles ressources humaines mettre en face? C'est totalement applicable pour les PME et TPE. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors dans les exemples que j'ai pris tout à l'heure, je vais reprendre de tête les exemples que j'avais. Bon, la première, c'est une grosse TPE, parce qu'ils sont 120. La deuxième, ils sont 40. Et la dernière, eh ben, ils sont 18. Voilà. Donc, et après, j'en ai qu'on a accompagné, ils étaient 6. Hein. Voilà. Tout dépend. Enfin, il n'y a pas de. Faut pas croire. Après, le temps est toujours le même, quelque que j'allais dire. Plus vous êtes gros, plus vous allez passer du temps. Parce qu'il y a plusieurs services, il y a plusieurs organisations différentes. C'est un peu exagéré peut-être ce que je dis, mais c'est ça. Par contre, si vous êtes une TPE, vous allez passer du temps mais vous allez passer du temps pour vérifier les processus, et c'est toujours le problème des processus qui prend du temps.
Très bien, merci. Alors, j'ai un ensemble de questions. Il faut peut-être préciser la question, parce qu'en plus, je n'ai pas le nom de la personne. Je suis perdu, je commence par quoi? Donc là, il y a peut-être préciser la réponse dans le chat. Oui, alors je pense j'ai présenté beaucoup de choses. En Et- fait, c'était pour montrer les différents cas de figure que peut porter le parcours. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir de toute façon passer par le conseiller CCI avec ce dont a parlé Calix tout à l'heure. Oui, exactement. C'est-à-dire que là, c'est de revenir au point de départ, c'est de refaire le point aussi avec le référent usine du futur et éventuellement avec le conseiller CCI pour calibrer le besoin et voir si le parcours peut répondre aux besoins définis. Hein, donc, c'est vraiment le point de départ pour savoir si le parcours peut répondre à la demande. Je vous précise sinon si vous souhaitez avoir plus d'informations. Après, on sera toujours joignable, donc il y a un adresse générique sur lequel vous pouvez aussi nous joindre. Et puis ensuite, voilà, vous avez ces deux personnes, le conseiller CCI et puis donc le référent usine du futur qui peuvent vous épauler. Alors, j'ai une autre question que je vais publier. L'accompagnement est-il envisageable pour la mise en place d'un PLM? Sur le principe, oui. Je l'ai pas traité ici, mais sur le principe, je ne vois pas pourquoi. Ah, là, ça passera en copie, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, quoi. Ok, merci. Alors, la question, j'ai une nouvelle question. Optimiser son SI et exploiter au mieux la data. Je commence par quoi? Et ben, par définir, exploiter au mieux, enfin, par définir l'exploitation de la data. Voilà. Parce que si on veut optimiser son SI, on peut toujours. Par contre, il faut savoir quelles sont les informations dont on a besoin et qu'est-ce qu'on veut utiliser comme information pour le pilotage. Une fois qu'on a les informations, on en déduit la data et après on regardera ce qu'il faut mettre en place. Mais voilà. Mais je pense que là, c'est pareil. Il faudrait passer par un dialogue d'opportunité avec le conseiller CCI pour faire un bilan. Très bien. J'ai une autre question. Donc, mon outil de gestion ne couvre pas tous les domaines de mon activité. Je me pose la question, changement d'outil de gestion ou module externe. Le parcours couvre-t-il ce questionnement? J'allais dire sur le principe pareil, oui, je dirais oui. Bon, après, il faudra passer le dialogue d'opportunité pour en avoir un peu plus d'informations, mais voilà. Alix, tu es d'accord, hein? Je suis d'accord. Il nous reste quelques minutes. J'ai pas d'autres questions en cours. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Bon, si des questions vous viennent en suivant, n'hésitez pas à les poser via cette adresse générale ou alors en vous mettant en relation avec vos conseillers CCI ou votre référent usine du futur. Hein. Des grandes valeurs ajoutées des parcours mis en œuvre par le conseil régional, c'est qu'on a des référents techniques. Hein. Nous avons ici Philippe Marcel qui agissent d'une manière complètement agnostique. Hein. Ils n'ont absolument rien à vendre. Ils sont là pour bien comprendre le besoin et essayer d'analyser s'il est opportun pour les entreprises de rentrer par le parcours et surtout d'analyser si le parcours peut apporter de la valeur ajoutée à leur projet. Donc, n'hésitez pas à poser des questions auprès de vos référents, auprès des conseillers CCI. S'il y a des questions très techniques, eh on sollicitera Philippe Marcel ou le CRIT informatique de Poitiers pour avoir un premier niveau de réponse. Et ensuite, votre dossier, à l'issue du diagnostic d'opportunité qu'a décrit tout à l'heure Bruno, ce diagnostic, votre projet sera analysé en comité de pilotage dans lequel on vous apportera des réponses. Soit on vous dira oui, le parcours sera bénéfique à votre projet et on vous fait entrer dans le parcours, ou non, le parcours ne répond pas à votre projet, mais on vous donnera des solutions. Donc n'hésitez pas. Donc on voit que c'est un sujet qui est assez complexe. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher des différents contacts. Donc je remercie beaucoup. Je vous remercie à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup les intervenants à ce webinaire. Je remercie Céline Jonas-Bataille qui est aux manettes derrière, qui est dans l'ombre derrière ce webinaire.
Et on vous dit à bientôt. Alors, oui, juste Calixte, on a une dernière question. Donc de Paul qui souhaiterait, voilà, il sait que la question est un peu complexe, mais juste avoir une fourchette de temps de mise en œuvre et un montant pour un projet d'ERP d'une TPE de 15 personnes pour un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. C'est peut-être, est-ce que Philippe, tu as une idée un peu Ouais, bah, de toute façon, la mise en place, elle est relativement longue, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le premier webinaire. C'est pour que ce soit bien fait, il faut entre minimum 4 à 6 mois, hein. Ça dépend si tout est bien fait chez vous, si tous les processus sont bien décrits, si tout est carré. Mais comptez 4 à 6 mois pour la mise en place. Et le coût, ça va dépendre des modules et de la façon. Voilà, les coûts, c'est très compliqué à vous donner des coûts aujourd'hui, hein. La fourchette, j'ai même plus de fourchette en tête, hein. Donc, je pense qu'une fois que vous aurez fait le diag d'opportunité, vous aurez peut-être des fourchettes un peu plus précises. Merci à tous. On va vous envoyer donc ce PowerPoint, l'enregistrement de ce webinaire, et sous 15 jours, vous aurez la plaquette de communication de ce parcours avec les coordonnées des différents intervenants sur vos territoires. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on clôt le webinaire. Au revoir. Merci, au revoir. Merci bien, au revoir. Au revoir.